La seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, je vous les représente. Yves Tréhard, directeur adjoint du Figaro. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Sylvain Attal, directeur du site internet de France 24, france24.com. Et Alice Tout-le-Monde, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. C'est le tapis rouge que la France a déroulé à Xi Jinping. Le président chinois, vous le savez, a effectué une visite d'État de 3 jours en France. Et en tout, eh bien, la France a récolté 18 milliards d'euros de contrats. On écoute tout de suite le président chinois et François Hollande. Nous devons maintenant regarder vers l'avenir et nous dire que les pages que nous allons écrire ensemble, dirigeants chinois, dirigeants français, vont modifier le monde. Monsieur le Président, Madame, votre visite en France aujourd'hui marque 50 ans après l'ouverture d'un nouveau cycle. Bienvenue, Monsieur le Président, en France. Vous êtes ici en pays ami. Sylvain Attal, on n'a pas beaucoup parlé de droits de l'homme et pourtant il y avait quand même beaucoup de choses à dire. On rappelle comme qu'il y a un prix Nobel de la paix qui est emprisonné. Qu'est-ce que vous avez dit, pardonnez-moi? Je vais tout de suite parler des droits de l'homme. Et oui, tout de suite. Et vous voyez, Alice dit aussi, c'est peut-être notre côté. Oui, mais les questions compliquées, c'est pour toi. Non, mais d'accord. Mais moi, je dirais simplement, avec la Chine, il faudrait traiter avec les Chinois sur le plan économique comme si la question des droits de l'homme n'existait pas. Et, pour reprendre une formule célèbre appliquée à d'autres situations, et défendre les droits de l'homme comme si on ne traitait pas sur le plan économique avec la Chine. C'est compliqué à faire, c'est un peu de l'équilibrisme, mais c'est ce qu'il faut, c'est la ligne qu'il faut avoir en tête. Moi, je trouve que la petite mention des droits de l'homme dans le toast de François Hollande, ou rien, à la limite, va mieux rien, quoi. Parce que franchement, je pense que c'est pas ça qui va effrayer. Bon. Par contre, en revanche, que ça soit pas fait de manière insolente et directement en lui disant vous êtes un moins que rien et en leur donnant des leçons, etc. Évidemment, c'est pas des choses qui se font. Tu parles de quelqu'un en particulier ou... Non, mais oui, il y a certains qui ont tenté. Oui. Tu vois quoi tu fais allusion. Mais moi je vois pas à quoi vous faites allusion. Parce qu'en fait, les Chinois, ils ont eu un mauvais moment avec le président précédent. Jeux Olympiques, Tibet, avec etc. Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs avait été un peu plus courageux d'ailleurs. Oui, alors on pourra en parler. Mais je trouve pas franchement, c'était un peu plus incohérent. Mais justement, ce que j'allais dire, c'est que les présidents passent et au fond, les attitudes vis-à-vis de la Chine restent. C'est-à-dire que, en fait, on s'accroche toujours à ces espèces de grands contrats. C'est très bien que ce soit des Airbus. Dans ce cas, c'est le sauvetage de Peugeot, par exemple, enfin, des grandes alliances économiques ou industrielles avec la Chine. Ce qui compte, c'est que les entrepreneurs français soient un peu plus aidés, les PME soient un peu plus aidés pour exporter en Chine, parce que c'est compliqué. C'est là que la bataille de l'emploi va vraiment se jouer. Donc, au fond, ça peut apparaître comme quelque chose, ça va être certainement un petit bol d'oxygène, mais c'est pas ça qui va nous ramener la croissance. C'est une vaste pantalonnade, l'histoire des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on fait là? Il est venu pour célébrer les 50 ans de l'ouverture des relations bilatérales entre la Chine et la France. Il y a 50 ans, c'était donc en 1964, avec une Chine dont le régime n'était pas particulièrement brillant avec les droits de l'homme. On était même à quelques années de la révolution culturelle. Si je ne m'abuse, combien de morts, la révolution culturelle? Est-ce qu'on n'a jamais rompu nos relations diplomatiques après cette ouverture de 1964, le général de Gaulle, avec ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle, avec les massacres qui ont eu lieu sous Mao, mais disons-le? Eh bien non, on a continué, le président Pompidou, même qui est allé là-bas, avec un ministre très connu qui s'appelait Alain Peyrefitte, qui a dit « Mais attention, la Chine va se réveiller, la Chine va s'éveiller, et vous allez voir, quand elle va s'éveiller, il ne faut surtout pas louper le coche. » Donc je ne connais pas un pays qui, de toute manière, va dire à la Chine... Toujours parce qu'on n'a pas les moyens. Mais personne n'a les moyens. Voilà, on se permet de faire ça avec Robert Mugabe parce que ça pose pas trop de problèmes, mais avec Xi Jinping, les intérêts. Voilà, c'est la réelle politique. On va le faire avec le Zimbabwe, mais on ne le fera pas avec la Chine. C'est la réelle politique. La Chine n'est pas une démocratie, mais en même temps, la Chine d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la Chine de Mao. Effectivement, il y a encore beaucoup de détenus politiques, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la Chine, mais ça n'a quand même rien à voir avec cette époque-là. Donc si on n'a pas rompu... quand même des exécutions, bien sûr, il faut continuer à se
mobilisés là-dedans. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé avec Reporters sans frontières, où il y a eu des arrestations, c'est absolument inadmissible. Il faut respecter le droit de manifester. Enfin, les gens ont le droit de manifester contre l'arrivée du président chinois s'ils ont envie de manifester contre le président chinois. Il ne faut pas reculer et renoncer là-dessus. Mais qu'on reçoive les Chinois, qu'on leur déroule le tapis rouge, bon, bah voilà, simplement, c'est la réelle politique, effectivement. Que l'opinion publique, ça, je pense que c'est très important, l'opinion publique des pays a le droit de s'exprimer en France. Non, on l'a pas laissé en France. Oui, mais bon, on en parle. C'est quand même pas la dictature. Oui. On en parle sur les plateaux, on en parle dans les journaux, etc. Mais on a aussi levé le fait que, comme vous disiez, il faut quand même penser à la tartufferie de ce discours sur les droits de l'homme qu'on nous sort régulièrement à chaque fois qu'un Chinois vient à Paris ou qu'un Français va en Chine, alors qu'on sait très bien que tout le monde s'en fout et que ce qui compte, c'est la puissance économique chinoise. Et ça, je pense que ça, c'est la chose dont il faudrait parler, c'est que la Chine, qu'on banalise toujours, enfin c'est pas qu'on banalise, on se dit c'est un miracle, oui c'est un miracle, mais c'est un vrai miracle, on parle quand même d'un pays qui est devenu de facto la première, ou en tout cas en termes de volume, une des toutes premières puissances économiques du monde. On parle de 20 milliards de contrats pour un pays qui est un petit peu à la rue sur le plan financier, pour nous. On parle d'un renversement du rapport de force. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la toute-puissance occidentale qui a été la règle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à il y a quelques années, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les Français ne sont plus les maîtres de l'agenda par rapport à un pays comme la Chine. Et donc, on fait des efforts, donc on fait le tapis rouge, donc on se la boucle sur un certain nombre de choses. Et la troisième chose, moi, que je trouve importante, c'est aussi le côté moralisateur du débat sur les droits de l'homme. Sous prétexte qu'on est blanc, qu'on est une démocratie, il faut qu'on fasse toujours nos interventions de droits de l'hommiste. Moi, je pense que la Chine, elle va changer d'elle-même, de l'intérieur, par sa société, par le fait qu'elle s'enrichit, par le fait qu'il y a Internet, qu'il y a des journaux, qu'il y a des penseurs, qu'il y a des intellectuels. Elle ne changera pas sous la contrainte. Bon, elle ne changera pas, elle change. Oui, mais c'est coupé, mais finalement, il y en a un peu plus tous les ans. Finalement, ils en mettent moins en tôle tous les ans. Finalement, ils sont contraints par leur propre société. Ce qui se passe un petit peu, on avait dit en Russie, même si c'est marginal, ce qui se passe en Afrique, dans les sociétés africaines, il y a des gens qui aujourd'hui militent pour des sociétés plus ouvertes. Et la Chine, en s'enrichissant, elle va droit vers l'ouverture, parce que c'est naturel avec l'embourgeoisement, j'allais dire. Vous tiquez un peu sur la formule que j'ai utilisée tout à l'heure, mais c'est ce que font un peu les Américains. D'un coup, ils traitent avec les Chinois, parce qu'ils sont obligés de traiter de grande puissance à grande puissance. En même temps, ils financent des tas de mouvements en Chine qui luttent pour les droits de l'homme. Voilà, mais le rapport de puissance, c'est plus... Voilà. Non, mais on peut aussi aider les gens. C'est le travail des ONG. Il faut les aider. Il faut les aider en les finançant. Par exemple, il n'est pas allé en Angleterre. C'est très intéressant. Pourquoi il n'est pas allé en Angleterre? Parce que les Anglais ont reçu le Dalai Lama. C'est tout bête. Mais voilà, il est allé en Allemagne, qui est le pays le plus génial, parce que les Allemands ne parlent jamais des problèmes de politique intérieure des autres. Ils accumulent les contrats, les machines. Sauf qu'Angela Merkel a reçu le Dalai Lama aussi. Donc là, il y va quand même. Parce que là, il y a peut-être des intérêts commerciaux, parce que quand même l'Allemagne est très loin devant nous dans ses relations commerciales avec la Chine. Il faut faire très attention quand on manie ces notions de droits de l'homme vis-à-vis de la Chine et comme dans d'autres pays. Vous savez, il y a un sentiment nationaliste en Chine qui est fort, qui est très fort. Et les autorités chinoises, dès qu'elles se sentent agressées de l'extérieur, agitent justement ce nationalisme avec beaucoup d'effets, beaucoup de talent. Et ce qui fait qu'ils se protègent eux-mêmes aussi. Et c'est une notion qu'il ne faut pas complètement oublier de ce point de vue. Oui, moi, je voulais vous dire deux choses par rapport à la Chine. Tout d'abord, on a plusieurs dessinateurs chinois dans notre réseau à Cartooning for Peace. Et je leur ai demandé s'ils connaissaient des gens ou si eux avaient fait des dessins sur la visite de leur président. Eh bien non, ça ne les intéresse pas. Ou alors, ce n'est pas publié, je ne sais pas. Impossible de récolter quoi que ce soit là-dessus pour vous ce soir. Et puis, parce qu'on parle quand même de la liberté d'expression, et comme vous venez de le dire, c'est le rôle des ONG de type comme nous, Cartooning for Peace, d'aider les dessinateurs de presse ou les journalistes en Chine à obtenir une liberté, à pouvoir exprimer leurs pensées, leurs opinions. Il y a un film de Radu Milianeanu qui sort très bientôt, au mois de mai, sur 12 caricaturistes du monde entier. Ça s'appelle Caricaturistes fantassins de la démocratie. Et il y a un des dessinateurs qui est un dessinateur chinois. Et je vous invite vraiment à aller le voir. Il y a une rencontre avec Ai Weiwei et il parle lui-même de sa propre limite d'expression en Chine. C'est très intéressant. Alors que Xi Jinping était en Europe, en France, donc Barack Obama, lui, était également sur le continent européen. Le président américain qui est venu notamment pour un sommet États-Unis-Union européenne, il a été évidemment beaucoup question de la crise ukrainienne. On écoute Barack Obama. Si les dirigeants russes pensent que le monde ne se soucie pas de leurs actions ou qu'ils peuvent diviser l'Union européenne et les États-Unis, ils font clairement une erreur de calcul. Nous sommes plus en sécurité et plus prospères
Le monde est plus sûr et plus juste quand l'Europe et les États-Unis sont solidaires. Sylvain Attal, vous vouliez réagir? C'est le grand retour de Barack Obama quand même sur le continent européen, parce qu'il l'avait quand même un peu délaissé au profit de l'Asie-Pacifique. Oui, et je trouve qu'il a dit deux choses qui sont encore plus intéressantes que ça. Il a dit « Freedom is not for free », c'est-à-dire la liberté a un prix. Et là, c'était directement un message qui était destiné aux Européens qui ont décidé, il y a déjà quelques années, d'arrêter d'investir dans leur défense en leur rappelant qu'à la lumière de ce qui est en train de se passer, il y a encore des dangers, il y a encore des menaces et qu'on a eu grand tort de baisser la garde sur les dépenses. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, comme il ne perd pas le nord et qu'il a le sens des affaires, il a dit c'est quand même un problème, votre dépendance avec le gaz russe. Mais nous, on est prêts à vous fournir du gaz parce que voilà. Et si vous vous rendez compte, ça veut dire que le gaz de schiste, ils le produisent tellement bon marché aujourd'hui que même les coûts de transport, même avec les coûts de transport, il serait encore compétitif en Europe. Et donc, ça nous renvoie nous, à cette, je veux dire, à l'absurdité particulièrement de la France, de la non-politique énergétique. On est quand même le seul pays qui veut rien faire en matière d'énergie et qui a décidé de faire le pari de la décroissance, c'est-à-dire de moins de dépenses. Alors là, on est sûr qu'on aura encore plus de chômage et encore moins de croissance parce que la croissance, elle est directement liée à la dépense énergétique. Donc nous, on ne veut pas de nucléaire, on ne veut pas de gaz de schiste, on ne veut rien en fait. On veut plus rien. Voilà. Donc on est dans une situation totalement... On a démissionné du monde, on a quitté le monde sciemment, quoi. On n'est rien sans les États-Unis, qu'on a un continent qui est vieillissant, qu'on n'arrive pas justement dans cette crise ukrainienne. Si les États-Unis n'étaient pas derrière, on ne pourrait pas en effet faire grand-chose, parce que comme le dit Sylvain, aujourd'hui en Europe, on désarme alors que les autres réarment. Par ailleurs, vous n'avez pas ce sentiment-là? C'est-à-dire que finalement, si les États-Unis n'étaient pas là derrière nous, on serait... Oui, alors on désarme pour des raisons... principalement économique, et puis on dit qu'on désarme, mais on réajuste aussi notre force de frappe, hein, faut pas oublier. C'est pas parce qu'on a une armée où il y a moins de soldats que notre armée est moins puissante. Non, c'est faux, puisqu'on est meilleur en renseignement. Mais est-ce que ça, c'est pas une erreur? Mais est-ce que ça, c'est pas une erreur? Parce que quand vous entendez des généraux qui discutent, disent c'est une erreur justement parce qu'on mise plus sur des guerres conventionnelles. Écoutez, moi je vais vous dire une chose qui est très simple. Il suffit de regarder la réalité. Qui est en Centrafrique? La France. Qui est au Mali? La France. Qui a mené le combat en Libye? La France et l'Angleterre, même si les États-Unis n'étaient pas loin. C'est vrai. On est là. Simplement, à Paris, mais je peux vous dire que de Paris, on ne peut rien faire pour Kiev ou pour Sébastopol. D'abord parce que vous n'avez pas l'opinion publique qui serait prête à se mobiliser. Et d'abord, et ensuite parce qu'on est conscient que, comme on est très engagé au sud de la Méditerranée, on ne peut pas aller partout. Mais Yves, le problème, c'est plus tellement la Crimée ou même l'Ukraine. C'est les Pays-Baltes, c'est la Pologne qui s'inquiète, c'est les membres de l'Union européenne. Je voulais dire justement, j'y attendais là, c'est qu'à Berlin ou à Varsovie, le sort de Kiev est très important, pour des raisons historiques d'ailleurs, comme nous pour des raisons historiques à Bangui ou à Bamako. Mais donc c'est à eux, si vous voulez, de s'occuper, et c'est là la vertu de l'Europe, c'est que tout le monde ne doit pas faire la même chose en même temps. Ça, c'est la première chose. Je voudrais revenir sur l'histoire américaine, quand même. On dit, c'est un peu facile de dire, mais là, Obama, il se fout de l'Europe. Non, c'est pas complètement vrai. La preuve, c'est que dès que la Russie bouge le petit doigt, il est là. Et que dès que la Pologne lui dit, mais vous pourriez pas nous aider pour nous protéger contre une agression éventuelle de la Russie, il est là tout de suite. Il est là pour nous dire aussi, prenez-vous en charge. Je pense que c'est ça qui est important. On ne va pas être éternellement là avec les gardiens. Il y a un instrument qui s'appelle l'OTAN. En termes d'opportunités stratégiques, le Pacifique, pour eux, c'est très important. Nous, on est un peu collés dans notre coin du monde, mais la politique Obama qui consistait à dire n'oublions pas quand même nos intérêts essentiels, stratégiques, vitaux, pacifiques, etc., il l'a juste remis au milieu de la carte. Moi, je pense quand même que le discours de Bruxelles, tu as raison, il dit payer. Parce que nous, on paye. Et quand il parle de l'OTAN, il était encore plus précis. Il parlait de budget. Il dit qu'il y a des gens qui diminuent leur participation, etc. Donc je pense que le message, il est très clair parce que même si on fait des efforts de productivité, ce qu'on sait faire très bien en Europe, puisqu'on est les rois de la productivité, la masse diminue. Et financièrement, les Américains ne veulent pas financer le réarmement de l'Europe à eux tout seuls. Et donc, voilà, le message, il est très clair. Payez votre liberté à un coût. Moi, je pense que ça a été votre dépendance vis-à-vis de certains pays qui sont devenus problématiques. Et le gaz de schiste dont tu parlais, ça aura des impacts en Europe, ça aura des impacts au Moyen-Orient. La dépendance américaine
aux problèmes orientaux va diminuer à partir du moment où ils ont moins besoin de pétrole oriental. Donc c'est le Moyen-Orient. Évidemment, cette crise aussi en Ukraine a montré aussi nos faiblesses du continent européen, et notamment notre dépendance, trop grande dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Ça va peut-être nous amener à réfléchir. Attendez, non, parce que moi, attendez, on est 28, c'est compliqué, on est quand même là. Hein, parce qu'il y a eu 3 ministres qui sont arrivés à Kiev et quand même on a réussi à faire en sorte que le pire n'arrive pas. Mais on était quand même divisés, Yves Tréhard, sur les évidemment, sanctions. mais vous ne pouvez pas être unis à 28. Surtout quand vous n'avez pas les mêmes intérêts. Ce qui est gênant. Mais ça, c'est le gros problème de l'Europe. Hein. Mais qu'est-ce qui nous a tirés? Là, c'est génial. Moi, je trouve que l'exemple de Kiev, c'est en amont qu'on a été très mauvais. En leur disant, rejoignez-nous. Alors que, évidemment, c'était complètement absurde. Rejoignez-nous, sans le dire d'ailleurs, parce que nos opinions publiques, elles, ne sont pas du tout d'accord pour que vous rentriez dans l'Europe, entre parenthèses. Mais c'est là où le ministre des Affaires étrangères polonais a joué un rôle capital en disant, mais attendez, il faut que l'Europe arrive à Kiev pour éviter le pire. Et c'est l'arrivée des 3 ministres des Affaires étrangères allemands, français et polonais qui a fait qu'on a évité le bain de sang quand même. Il y a eu du sang, mais ça aurait pu être pire. C'est un peu compliqué quand même parce qu'on a fait signer un accord qu'on a fait déchirer le lendemain et les Russes ne l'ont pas beaucoup aimé. Je sais bien. Moi, je pense que les Européens pourraient jouer un rôle extrêmement important d'avoir une redéfinition d'une politique vis-à-vis de la Russie. Parce que malgré tout, la politique américaine vis-à-vis de la Russie, ça a consisté grosso modo à les étouffer, les encercler, les coincer, leur prendre les pays baltes, la Pologne, l'OTAN. Il devait jamais y avoir l'OTAN dans tous ces coins, il y a l'OTAN partout. Donc les Russes, au bout d'un moment, ce que disait Védrine, j'ai entendu Védrine l'autre jour sur un plateau de télévision où il disait on peut presque s'estimer heureux que de la décadence russe soit sortie de quelqu'un comme Poutine. C'est-à-dire que c'est un costaud, mais avec un certain sens du rapport de force. Donc je pense que nous, Européens, on pourrait discuter avec les Américains d'une politique russe à peu près cohérente, qui ne soit pas une politique d'empiètement et une politique de fermeté en même temps. Ça, nous, on sait, parce qu'on est leurs voisins. Mais en même temps, ça s'est fait sur la faiblesse de la Russie à un moment donné, sous Gorbatchev et Yeltsin, où on s'est cru autorisé effectivement à dire qu'ils allaient tous joyeusement rentrer dans l'OTAN et que Yeltsin ne trouvait rien à y redire. Un petit dessin justement qui revient en arrière, un dessin de Patrick Chapat qui décide dans International New York Times, même s'il est suisse. Alors voilà, c'est le dessin Obama qui arrive en Europe, alors avec Merkel, Hollande, tout ça qui lui dit welcome back, et puis la Russie derrière, bienvenue dans le XXe siècle. Et bah oui, parce qu'on est un petit peu en retard, comme on vient de l'exprimer sur ce plateau, où il n'y a pas d'opinion réelle, un consensus qui se met en place en Europe par rapport à l'Ukraine. Et là, un dessin de Nicolas Vado, lui, il est belge, il publie dans Le Vif, ici c'est Le Vif l'Express. L'Europe joue un rôle central, alors il y a Obama, voilà, Poutine, tranquille, il joue aux échecs, et puis la petite Europe qui s'accroche comme elle peut aux décisions prises par Obama. Et là, c'est un petit blague comme ça, mais que j'aime bien par rapport à la tournée d'Obama en Europe. Il est passé aux Pays-Bas, il y a eu un petit problème avec ses gardes. Donc là, c'est un dessin de dilemme publié sur TV5 Monde. Donc les gardes sont sanctionnés pour ivresse, mais évidemment, c'était peut-être de la vodka. Donc on est carrément dans la haute trahison. Et encore une fois, ici, un dessin qui nous vient aussi de Belgique, parce que sur ces sujets-là, les Belges, dès qu'on parle de l'Europe, c'est là où on trouve les dessins souvent les plus intéressants sur les questions européennes et de géopolitique internationale qui inclut l'Europe. Là, c'est un dessin de Kroll. Alors, je vais vous lire les bulles parce qu'il y a beaucoup de textes, mais c'est quand même assez sympa. Mon père, Obama, qui s'exprime donc au pape, puisqu'il a été en visite à Rome, je crois que c'était ce matin même d'ailleurs. J'ai dit que j'aimais l'Europe, mais c'était pour leur vendre mon traité de libre-échange et les monter contre la Russie. Vous m'apportez du chocolat, de la bière, oui, mon Saint-Père, des chocolats belges. Et pour aller avec ce dessin, juste une petite blague d'un dessinateur qui s'appelle Pinter. Ici, c'est le selfie entre Obama et le pape, puisque apparemment, ils ont eu une longue entrevue d'1 heure qui se serait très bien passée. Merci. Vous savez que les Stones seront à Paris le 13 juin. Est-ce que... Ouais. Ben non, c'est en 51 minutes, il n'y en avait plus. Vous avez pris votre place, Yves Tréhard ? Non. Vous aimez les Stones ? J'aime bien les Stones, mais je préfère les Beatles. Ah d'accord. Siad ? Non, il faut passer à autre chose. Ah non. Vous n'aimez pas ? Moi, je m'intéresse à ce que... Enfin, je suis pas un grand fan de concert, mais je m'intéresse à la musique de mon moment, en ce moment. Qu'est-ce qui fait bouger les choses, la jeunesse. Je sais pas, ce qui se passe aussi un peu de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Ouais, ce sont des vieux, quoi, pour vous. C'est notre époque. Non, mais je trouve qu'il y a une marketisation aussi de tout ça. C'est-à-dire, c'est devenu une marque, les Stones. Ils ont leur truc. Juste une question, tu les as déjà vus sur scène ? Je les ai jamais vus sur scène. Les seuls que j'ai vus, les seuls que je regrette, c'est Supertramp.
Moi, je suis super trampesque et j'ai vu le dernier concert de Supertramp à Paris il y a très longtemps. Je ne dirais même pas comment. Oh, ça se discute. Vous avez pris votre billet là ou pas? Mais non, je peux pas en 50 minutes. J'ai un petit travail quand même. Vous avez un poste à responsabilité. Alice, les Stones, non. Non, moi, mais je dois avouer, je les ai vus au Brésil parce qu'ils ont fait un concert gratuit. C'était en 2006 sur la plage de Copacabana. C'était tout un truc. Alors c'était l'enfer parce que le Brésil, vous allez voir pendant la Coupe du Monde, dès qu'il y a des stars ou le pape, c'est l'enfer. On peut plus se déplacer. Mais ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait une grosse autoroute entre la plage et puis l'hôtel Copacabana Palace où ils étaient. Et ils avaient monté une grue qui partait directement de leur suite pour les emmener sur la Seine. Donc tous les milliers de personnes qui étaient sur la plage les ont vus débarquer comme ça, arriver du ciel. C'était un truc de fou. Mais sinon, ça m'intéresse pas plus que ça. D'accord, c'est pas votre génération. Non, je suis plutôt comme Ziad, en fait. Non, j'aime bien, mais je préfère aller voir des choses un peu plus fraîches. C'est toujours sa génération quand même. Ça va, on n'est pas obligé de balancer les âges sur ce plateau. C'est dingue, ça. Ouais. On va demander les cartes d'identité à la fin de l'émission pour être sûr des années de naissance. Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Vous restez avec moi, je rejoins Karim. Alors Karim, vous les Stones? On est presque à l'heure. Les Stones, j'aime bien, mais je suis plutôt jazz, moi. Oui, bon, d'accord, bon, enfin, ils sont à la ramasse pour nous sur le plateau. On commence avec les critiques du ministre à l'égard du chef des cuisines de l'Élysée. C'est une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux. Alors, on la découvre ensemble. C'est une séquence qui a été récupérée par BFM TV, où on voit Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, sur le perron de l'Élysée, avec Jean-Marc Ayrault et son épouse, critiquer très directement le chef des cuisines de l'Élysée. Elle explique que tout simplement ce repas offert à Xi Jinping était dégueulasse. Alors évidemment, vous en doutez, sur les réseaux sociaux, ça a fait pas mal le buzz, notamment du côté du Huffington Post qui a relayé l'information avec le visage de ce chef des cuisines, Guillaume Gomez, qui a reçu énormément de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, de la part de certains de ses confrères, on peut le lire ici sur Facebook, ce message de soutien, mais aussi de la part d'anonymes qui, évidemment, sont venus soutenir ce chef des cuisines. Il a répondu tout simplement, il ne s'est pas du tout adressé à la ministre du Commerce extérieur, il a dit merci à tous pour vos soutiens. Avec la brigade, nous allons continuer à faire notre travail, mais comme la politique n'est jamais bien loin, évidemment, cette histoire a aussi été évoquée par un certain nombre de militants ou d'hommes politiques. Jérôme Lavrieux, sur son compte Twitter, évoque la gauche caviar dans sa splendeur qui pense que pour 100 briques, t'as plus rien. Ça, c'est un tweet qui a été assez retweeté aujourd'hui. Évidemment, on a les montages débiles. Ça, c'est incontournable. Nicole Bricq-Yaloff qui trouve, elle aussi, que c'est dégueulasse. Et puis, je vais vous montrer ce tweet d'Ornicard. Écoute, Kevin, arrête de faire ta Nicole Bricq, mange tes choux de Bruxelles et tu auras un bonbon. Alors évidemment, c'est le genre de tweets qu'on pouvait aussi trouver sur les réseaux sociaux. Et puis tout de même quelques messages. Que celui qui n'a jamais critiqué un dîner jette la première pierre. Ben évidemment, nous, on ne mange pas tous les soirs à l'Élysée. Et lorsqu'on critique, c'est plutôt le dîner de la cantine de France 24. Et encore, on n'a pas à se plaindre. Sur Facebook, les références cinématographiques du chef de la com du gouvernement ont été jugées déplacées. Alors, c'est le site du Lab européen qui raconte cette histoire. Le patron de la com du gouvernement, dont je vais vous montrer une capture d'image de sa page Facebook, il s'appelle Philippe Guibert. Et il a tweeté, ou plutôt il a partagé sur Facebook cette image d'un film de 1974 de Jean-Yann et réalisé par Jean-Yann avec ce petit texte « Bienvenue au président Xi Jinping ». Et on note bien qu'il y a une petite ironie dans ce texte. Alors on va découvrir quelques images de ce film. C'est pas un hasard si ça fait un buzz plutôt négatif pour ce directeur de la com, c'est que dans ce film, les Chinois débarquent en France, ils envahissent le pays, alors que le gouvernement prend la poudre d'escampette. Alors évidemment à l'époque, pour Jean-Yann, c'était plutôt une référence à l'occupation allemande, mais aujourd'hui, avec la visite du président chinois, ça a semblé particulièrement déplacé, et en particulier lorsque c'est le directeur de la com qui publie ce genre d'images. Alors sur sa page Facebook, il a expliqué, c'est un argument peut-être un peu limité, que tout ça était plutôt privé, mais il a quand même 799 amis, donc 799 relais possibles pour diffuser cette image qui n'a pas tardé à arriver sur les bureaux de Matignon et de l'Élysée. Alors il s'est fait un peu souffler dans les bronches, il a expliqué à ses amis sur Facebook qu'on allait le voir un petit peu moins sur sa page.
Un album qui n'est pas encore sorti, hein, mais qui devrait bien marcher, en tout cas qui est d'une grande rareté. Alors il va être très rare. Alors, on parlait tout à l'heure des Rolling Stones. Là, on est un petit peu de l'autre côté de l'espace musical, puisqu'on parle de hip-hop et du Wu-Tang Clan. Alors c'est un groupe... Et le quoi, pardonnez-moi ? Le Wu-Tang Clan, c'est un groupe assez connu. Vous connaissez ? Allez, c'est bien, vous êtes rangés. En tout cas, ils considèrent que la musique est un art ultime, et c'est pour ça qu'ils vont sortir un album à un exemplaire. Et cet album va être dans un joli coffret, et il va aller de musée en musée. Les gens achèteront un billet pour pouvoir visiter le lieu et en même temps écouter les 31 titres de cet album. Alors le producteur explique que c'est un pari risqué, que ça pourrait être un flop, mais en tout cas l'expérience est intéressante. Ils sortent quand même un album de façon traditionnelle, histoire d'éviter la déconvenue totale. Merci beaucoup Karim, on vous retrouve un peu plus tard sur l'antenne de France 24. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à partir de 18h. À lundi Karim. À lundi. Très bon week-end, très belle soirée.